Bonsoir à tous, Saha Edkoum. Merci de vous joindre à nous. Toutes les villes du pays célèbrent jusqu'au 18 mai prochain le mois du patrimoine, un événement autour duquel sont organisées de nombreuses conférences et expositions artistiques, sans oublier les journées d'études entre experts et connaisseurs du patrimoine du pays. C'est évidemment l'occasion de faire chaque année le point sur l'état de conservation, de restauration et de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine culturel algérien. Cette année, la profondeur africaine du patrimoine immatériel est mise en valeur. On reçoit pour en parler Madame Cherchali Nabila, directrice de la conservation et de la restauration au ministère de la Culture et des Arts. Bonsoir. Bonsoir Madame, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir acceptée. Alors, je le disais, c'est une manifestation de plus en plus en lien avec la dimension identitaire. Cette année, la profondeur africaine a été retenue pour principale thématique. Pourquoi ce choix ? Oui. Merci. D'abord, en fait, le ministère de la Culture a une longue expérience maintenant, après tant d'années, près d'une vingtaine d'années, en termes d'organisation du mois du patrimoine, donc qui s'étale vraiment sur un mois, du 18 avril au 18 mai, en célébrant la journée mondiale des monuments et la journée mondiale des musées. Cette année, le choix a été orienté vers le patrimoine culturel en lien avec l'Afrique. Cette idée émane, on va dire, de deux orientations principales, qui concernent d'abord un projet de mise en place d'un musée de l'Afrique. Oui. On va y revenir justement. Oui, justement. C'est un projet, on va dire, qui émane d'accords qui ont été pris par l'Algérie en relation avec l'Union africaine pour accueillir le siège du futur musée de l'Afrique. Provisoirement, ce qui a été dit. Nous avons actuellement, bien sûr, un siège qui est quasiment prêt, donc un siège provisoire pour accueillir des expositions en lien avec le patrimoine culturel africain. Ceci d'un côté. Et d'un autre côté, nous avons le centre régional de catégorie 2 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. L'Algérie, là aussi, accueille et dirige justement cet établissement. Et cet établissement, comme son nom l'indique, est orienté vers la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel africain. D'ailleurs, nous organisons un événement, un atelier, dont l'inauguration est prévue demain par Madame la ministre de la Culture, auquel prennent part 44 pays africains, donc 44 représentants et points focaux de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel africain, pour justement les familiariser avec la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et orienter, on va dire, et développer les efforts autour de la sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel africain. Pourquoi l'Algérie a pris ses engagements? Est-ce que c'est un enjeu pour nous, d'abord pour notre pays, reconnaître sa profondeur africaine tout simplement, ou est-ce qu'il y a aussi, comme on le sait, la ministre de la Culture a annoncé que l'Algérie va accompagner plusieurs pays africains à sauvegarder et authentifier le patrimoine immatériel. Donc lors de cet événement, il y aura une série aussi de formations qui verra la participation de 44 experts qui vont représenter sans doute ces 44 pays. Quel est l'enjeu véritable pour nous ? En fait, le patrimoine culturel algérien est nécessairement en lien avec son environnement géographique. On ne peut pas le défaire justement de cet environnement géographique. Donc nécessairement le continent africain. Sur le plan historique et préhistorique, il y a des données justement qui permettent de situer l'Algérie dans cette approche et dans cette vision africaine. Donc nous avons des liens, nous avons des relations historiques, préhistoriques. Donc c'est ainsi que nous tissons justement ces passerelles sur le plan patrimonial en rapport avec justement nos voisins des pays africains. Pas suffisamment mis en valeur. Pas suffisamment mis en valeur, mais je pense que les efforts sont là. Ils sont certainement à développer et à enrichir. Alors comment l'Algérie va faire ce travail d'accompagnement ? L'Algérie le fera nécessairement à travers ces deux infrastructures que je viens de vous citer. Donc le musée de l'Afrique, qui lui est censé et doit accueillir nécessairement, parce que nous avons bien sûr des discussions avec nos amis et nos collègues de l'Union africaine pour exposer au niveau de cet espace, de ce musée, des collections. C'est les engagements qui ont été pris par les différents États pour exposer justement des collections africaines, donc qui n'appartiennent pas simplement à l'Algérie,
mais qui appartiennent au pays, en lien avec justement cette Union africaine, et de manière à valoriser ce patrimoine culturel africain de par le monde, de toute façon. Je veux dire, maintenant, avec les moyens de communication, la planète est devenue un village. Je veux dire, voilà. Donc, c'est un peu pour présenter et valoriser ce patrimoine culturel africain. Alors, 27 pays vont exposer, oui. En tout cas dans un premier... Tout à fait, dans un premier temps. Dans un premier temps, lesquels, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les pays? Vous savez, je ne les ai pas nécessairement en tête. Quelques-uns, pas tous, évidemment. Bien sûr, vous avez nécessairement le Mali, vous avez le Burkina et d'autres. Sincèrement, je ne les ai pas, je ne peux pas vous les citer tout de suite de manière exhaustive, mais voilà, les discussions sont là, elles existent depuis bien longtemps, et justement, nous sommes en train de renforcer ces liens avec nos voisins africains de manière à valoriser au maximum justement ce patrimoine culturel africain, qu'il soit matériel ou immatériel. Voilà. Alors, la liste des pays qui pourraient exposer dans ce musée peut s'allonger. Ah, certainement, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, des contacts sont entrepris dans ce sens. Sont en cours, bien sûr. Donc, si je peux me permettre de continuer de développer par rapport à la question que vous avez posée, ceci d'un côté, et vous avez aussi le centre de catégorie 2, duquel je vous parlais tout à l'heure, donc le CRESPIAF, on va dire un diminutif, qui s'occupe justement de la sauvegarde du patrimoine culturel, cette fois-ci immatériel. Donc là aussi, je vous disais tout à l'heure que nous avons 40 pays africains qui sont invités. Ils participent justement à cet atelier que nous organisons et dont l'inauguration est prévue demain. Là aussi, les liens sont là, ils sont très forts pour travailler ensemble, pour sauvegarder notre patrimoine culturel africain. Comment? D'abord, en élaborant certainement des dossiers de propositions d'inscription d'éléments du patrimoine culturel africain sur la liste représentative de l'UNESCO. Donc là aussi, il y a des efforts et des discussions qui sont consentis dans ce cadre-là. Il y a des concertations certainement, parce que tout ne pourra pas être tout à fait exposé, on l'imagine. Qu'est-ce qui peut représenter pas une urgence, mais en tout cas une nécessité de plus de visibilité ou de plus de mise en valeur? Parler de patrimoine commun, immatériel commun. C'est justement cette question de proposer l'inscription d'éléments du patrimoine culturel immatériel sur la liste représentative de l'UNESCO. Déjà, consentir des efforts communs pour justement travailler sur des dossiers de proposition probablement, mais également du côté du Musée de l'Afrique, là aussi bien sûr, essayer de présenter, j'allais dire, la richesse et la diversité de ce patrimoine. Nous avons une collection, nous disposons déjà d'une collection assez importante qui est en lien avec l'Afrique, qui est domiciliée au musée du Bardo. Le musée du Bardo, c'est un musée d'ethnographie et de préhistoire. Donc là, ce musée dispose déjà d'une collection qui est en lien justement avec l'Afrique. Très bien. Alors l'Algérie est depuis 2008 dans une démarche de classement de 8 biens culturels immatériels et le dépôt de 3 autres dossiers auprès de l'UNESCO. De nombreux dossiers sont en préparation, vous allez nous en parler. Quel est l'enjeu aujourd'hui de ces classements? Il y a une forme, on le sent, de course au classement parce qu'il y a une tension autour de cette question devenue extrêmement sensible, notamment dans la région. Il y a une forme aussi de pillage, si je puis dire les choses ainsi, de pillage de patrimoine immatériel. Donc, quel est l'enjeu pour nous aujourd'hui Je me permettrai d'abord d'ajouter 2 éléments à ce que vous venez de citer. Nous sommes à 10 éléments inscrits parce que nous avons 8 éléments qui sont propres à l'Algérie et nous avons inscrit 2 éléments en commun avec d'autres pays arabes. Donc je citerai à titre indicatif la calligraphie arabe et le couscous que nous avons inscrit avec d'autres pays arabes. Par rapport à ces éléments communs, comme vous les appelez, on reconnaît là la transculturalité, bien sûr, les savoir-faire de ce patrimoine, les savoir-faire qui n'est donc pas propre à un pays, mais à l'ensemble de la région. À différentes cultures, bien sûr, et même transcontinentales, si vous voulez. Je veux dire, là, on dépasse carrément le continent africain. S'exporte aujourd'hui, certainement, bien sûr. Notamment en Europe. Oui, tout à fait. Donc le but, c'était justement de valoriser ces savoir-faire ancestraux et bien sûr, par la suite, de les sauvegarder. Donc par rapport à cette question d'inscrire des éléments du patrimoine culturel immatériel algérien,
sur la liste représentative de l'UNESCO. Donc la première étape qui est établie en Algérie, c'est d'abord de récolter, d'établir une sorte de banque de données, au plan national d'abord, une banque de données du patrimoine culturel immatériel. Je m'explique. Elle consiste d'abord en l'identification des différents savoir-faire et traditions répartis à travers le territoire national. Donc, dans les 58 wilayas, c'est une action que nous avons entamée avec nos différents directeurs de culture et avec le CNRPH, le Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire, qui est le principal opérateur qui est chargé de cette mission. D'abord, une première identification, une sorte de classification de ces savoir-faire, et par la suite, justement, travailler sur des dossiers de proposition d'inscription de ces éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Donc, additivement à ces 10 éléments qui ont été inscrits en 2022, nous avons inscrit un élément qui est celui, donc le rail, Chant d'Algérie. Cette année, en 2023, mars 2023, nous avons donc élaboré et proposé, donc transmis à l'UNESCO, une proposition d'inscription de la Gendora et donc et de la Melhfa comme étant donc l'habit traditionnel avec l'ensemble de ses composantes, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'habit, c'est tout, on va dire l'équipement et l'appareillage qui va avec, donc les bijoux et les accessoires, etc., qui ont été identifiés et proposé à l'inscription en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel sur la liste représentative de l'UNESCO. Après, bien sûr, nous travaillons sur divers dossiers du patrimoine culturel immatériel. Je cite à titre indicatif les différents champs traditionnels répartis sur le territoire national. Alors, les chants féminins, notamment pour le Salawi, j'espère que je le prononce correctement, le Asséouik de la région de Kabylie. Achouir, pardon. Le Ayaï des wilayas de la Rouat et Biskra, ainsi que le Chabi, bien sûr, le Assemi, le Malouf, le Haouzi et le Haoufi. Et encore d'autres genres musicaux. Tout à fait. Donc la liste s'allonge. Bien sûr. Alors, pour répondre à ma question, quel est aujourd'hui l'enjeu? Pourquoi on classe aujourd'hui ce patrimoine immatériel? D'abord, dans un premier temps, pour reconnaître les valeurs et les savoir-faire ancestraux. D'abord, pour en reconnaître les valeurs et en même temps permettre leur sauvegarde, pour éviter leur déperdition. Bien sûr qu'à un moment donné, historiquement, il y a des influences, il y a eu des échanges historiquement. Donc, certainement, vous allez trouver des similitudes ici et là en termes, j'allais dire, de reconnaissance de ce type de patrimoine. C'est indéniable de toute façon. Mais l'objectif étant de confirmer que cet élément existe en Algérie, que ces savoir-faire existent, qui sont ancestraux et qui sont encore vivants, qui sont encore portés par la société civile. Oui. C'est ça qui est important, justement. C'est que ces éléments, tous ces éléments que nous avons inscrits, ce sont des éléments qui sont vivants et encore en vigueur, et que nous voulons sauvegarder, et que c'est la société civile, avant le ministère de la Culture, qui porte ces éléments. Mais avant cela, est-ce que, pour comprendre comment se passe ce processus de classement, au niveau de l'UNESCO en tout cas, parce qu'il y a le classement national du patrimoine matériel et immatériel national, mais en parlant de classement mondial, à quel moment on fournit justement des preuves pas seulement de la présence actuelle de ce patrimoine, mais des preuves matérielles, j'ai envie de dire. Comme vous parliez du couscous, on a des ustensiles proches des outils de fabrication du couscous qui ont été retrouvés dans des tombes remontant au règne du roi Massinissa, qui unifia la Numidie. Et puis des fouilles dans la région de Tiaret, à 250 km au sud-ouest d'Alger, ont permis de la découverte aussi des mêmes ustensiles durant le 9e siècle, notamment le couscoussier. Donc il faut fournir ces preuves pour accéder à ces classements. Comment ça se passe ? Notamment, il faut fournir, bien sûr, généralement des informations. Dans ces cas-là, dans les cas que vous venez de citer, et bien sûr, on fournit des informations scientifiques, parce que ça fait appel à des opérations de fouilles, à des projets de recherche qui sont sous-tendus par nos centres de recherche, notamment. Pas que. Ça peut être sous-tendu aussi par l'université. Je veux dire, on peut avoir l'Institut d'archéologie qui peut avoir entamé une fouille éventuellement et découvert tel ou tel élément, j'allais dire, qui relève de la tradition ou des savoir-faire. En fait, c'est toute l'Algérie qui est appelée justement à contribuer. Mais
pour cela, dans ces cas-là, bien sûr qu'on est censé fournir des informations d'ordre scientifique quand il s'agit de fouilles. Après, quand il s'agit de traditions, de savoir-faire liés justement à la vie quotidienne, par exemple, ou simplement au mode de s'habiller, à l'habit traditionnel, bien sûr, il faudrait que ce savoir-faire soit encore vivant et porté justement par les artisans, que les artisans continuent justement à pratiquer et à travailler justement sur ce type de savoir-faire, qui soient encore porteurs. Qui sont encore porteurs justement de ces traditions et de ces savoir-faire. Donc on ne peut pas classer un patrimoine qui n'est plus porté par la société civile, qui n'est pas vivant, justement. Qui n'est plus vivant. L'exigence, justement, ou l'un des critères pour lesquels on peut inscrire un élément sur le patrimoine culturel immatériel sur la liste représentative de l'UNESCO, c'est que cet élément soit encore porté par la société civile et que la société civile soit consentante, justement. Soit consentante de l'inscription de cet élément. C'est-à-dire, comment vous obtenez ce consentement ? Justement, il y a des engagements qui sont portés, qui sont signés justement par cette société civile qui est souvent organisée en association. Vous passez par les associations ? Nécessairement, bien sûr. Oui. Ça, c'est une mission qui est incontournable. Je vous disais, c'est l'un des critères pour lesquels on classe justement ces éléments. C'est le critère et c'est aussi l'objectif de le garder vivant. Nécessairement, parce que c'est la société civile qui permet justement à cet élément de rester vivant. Voilà. On va parler un petit peu du patrimoine matériel, puisqu'il en est aussi question tout au long de ce mois du patrimoine. La nouveauté, j'ai envie de dire, ce n'est pas tellement nouveau, mais il y a peut-être un éveil, une plus grande attention qui est donnée aujourd'hui au patrimoine national, et ce qui fait qu'il est devenu multisectoriel, qui n'appartient plus au ministère de la Culture seulement, ou à certains ministères qui en avaient la charge. Tout à fait. Aujourd'hui, il est multisectoriel. Est-ce que tous les secteurs contribuent, se concertent aujourd'hui ? On va parler de certains secteurs qui ne semblent pas être dans le patrimoine, le secteur de la pêche, par exemple, tout à fait. Avec ses stations expérimentales. Oui, tout à fait. Écoutez, en fait, c'est vrai que la notion de classement était à un moment donné peut-être assez mal comprise, mais c'est peut-être un peu de notre faute, peut-être que c'était un manque de vulgarisation, peut-être. Bien sûr. Après, bien sûr que le classement, en fait, c'est pas simplement l'affaire et c'est comment dire, ça c'est quelque chose qui est sous-tendu par la loi, qui est relative à la protection du patrimoine culturel. Elle dit que le simple citoyen peut contribuer justement au classement d'un bien à caractère patrimonial. Donc du coup, cette notion tend un peu à s'étendre. Peut-être que c'est par rapport au fait que nous ayons une commission nationale qui examine les dossiers de proposition de classement qui est multisectorielle justement, au niveau de laquelle siègent 8 secteurs, et pas des moindres justement. Donc de plus en plus... lesquels ? Il faudrait peut-être nous les donner. Nous avons le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, le ministère des Moudjahidines, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, et j'en oublie peut-être d'autres. Voilà. Donc, franchement, ce sont des secteurs clés qui siègent avec nous. Et peut-être que c'est de par l'expérience que cet intérêt justement pour la protection du patrimoine culturel s'est développé. Donc, ces derniers temps, nous avons justement été destinataires de différentes propositions de classement émanant de différents secteurs. Vous l'avez cité, donc le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques a introduit donc une demande de classement de 2 stations. C'est pas ce qu'on appellerait un monument classique, un monument culturel, j'ai envie de dire. Ce sont des édifices qui sont peut-être qui semblent un peu sortir de l'ordinaire. Ce sont des édifices qui sont équipés, j'allais dire, de matériel et d'équipements assez spécifiques, en lien avec justement cette expérimentation qui est celle du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, mais qu'il est très, très intéressant, j'allais dire, de connaître et de sauvegarder. Donc cette reconnaissance de valeur s'est faite à travers l'examen de la Commission nationale des biens culturels de ces dites propositions de classement et qui a validé justement ces 2 propositions de classement. Alors qui dit classement dit préservation aussi ? Oui, dit reconnaissance de valeur et bien sûr préservation. Alors préservation comment ? À travers
Bien sûr. Des moyens bien sûr. Financiers, clairement. Oui, tout à fait. C'est la mise en place, j'allais dire, d'opérations. D'un fonds? Est-ce qu'il y a un fonds spécial Il y avait un fonds, mais en fait, ces fonds ont été, j'allais dire, clôturés par le ministère des Finances pour d'autres raisons. Donc maintenant, il s'agit d'inscrire auprès du ministère des Finances des opérations pour, tout dépend de la nature du bien, tout dépend de son état de conservation, des opérations de restauration, des opérations de réhabilitation et autres. Mais je voudrais simplement apporter cette précision que le classement, je veux dire, encore une fois, c'est pas simplement l'affaire du ministère de la Culture. C'est pas parce qu'on classe un bien qui relève d'un autre secteur que le ministère de la Culture, j'allais dire, s'approprie le bien. Je veux dire, le classement n'a aucune incidence sur la nature juridique du bien. Il reste propriété du secteur concerné et le secteur concerné peut enclencher des opérations de restauration, de réhabilitation. Il lui appartient de le faire, en tout cas. Tout à fait. Oui. De concert avec le ministère de la Culture, parce que nous avons la technicité et nous accompagnons justement ces opérations sur le plan technique. Alors, autre secteur qui est concerné, c'est celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pourquoi classer des sièges d'université aujourd'hui? Alors, quel est l'intérêt de le faire? En fait, c'est la reconnaissance de valeurs. Je vous disais, le classement est une reconnaissance de valeurs, mais de valeurs de diverses natures. Et tout dépend de la nature du bien. Dans ce cas-là, c'est la reconnaissance de valeurs architecturales et urbaines. Puisqu'il s'agit, on va dire, en grande partie de sièges d'universités qui ont été produites par d'éminents architectes au lendemain de l'indépendance. Très souvent, il s'agit des premières universités qui ont été construites post-indépendance. Donc, il y a, on va dire, une sorte de cachet. Symbole. Il y a un cachet architectural. Bien sûr, de cachet architectural, mais en même temps de symbole de l'importance des réalisations qui ont été faites par l'État algérien. D'abord, en termes d'architecture et d'urbanisme, mais en même temps, bien sûr, en lien avec la recherche scientifique. Il y a cette symbolique, effectivement. Le classement aussi d'infrastructures hôtelières. Alors, évidemment, tous les hôtels d'Algérie ne seront pas, je pense pas. Ne vont pas figurer sur la liste des classements. Quels sont les hôtels qui sont les infrastructures hôtelières, en tout cas, qui sont Alors, il y a un projet qui avait été initié par le ministère du Tourisme. Donc, ce projet a été introduit au ministère de la Culture de classer certaines œuvres qui ont été produites par un architecte. Là aussi, Fernand. C'est pour les mêmes raisons. Oui, tout à fait. Que pour les universités. C'était aussi pour valoriser, on va dire, l'importance architecturale et urbaine de ces architectures. Et bien sûr, d'en préserver aussi l'intégrité à travers le temps, pour éviter qu'elles ne se déperdent, pour éviter qu'elles ne soient peut-être à un moment donné, on va dire, reconstruites ou, j'allais dire, bénéficier de projets inadéquats en lien avec leur nature. Alors, on ne parle plus assez aujourd'hui du patrimoine matériel, du vieux patrimoine, comme les Casbah, les Xor et tout ça. On a 28 vieilles villes qui ont été classées patrimoine national. Est-ce qu'elles sont pour autant préservées comme il se doit? On en parle. On en parle très peu aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment. Oui, tout à fait. C'est vrai que la richesse patrimoniale est là. Elle est répartie à travers le territoire national. Je veux dire, à chaque fois qu'on se déplace dans quelques villes que ce soit à travers le territoire national, vous avez un noyau historique, donc qui est porteur de valeurs. Qui est porteur de valeurs sur le plan historique, archéologique, architectural et autres. Beaucoup de nos centres historiques ont connu des événements qui sont en lien avec notre histoire. La guerre de libération. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous disais très souvent, ce n'est pas simplement des valeurs qui se limitent aux valeurs architecturales et urbaines, mais simplement des valeurs qui sont en lien avec notre histoire. Mais est-ce que les avoir classés les prémunit aujourd'hui? Ça a permis au moins, dans un premier temps, de les identifier. De les identifier, mais d'éviter, justement, des démolitions. D'éviter leur démolition ou d'éviter la démolition de certaines de ces parties, de leurs parties. Donc, dans un premier temps, ça a freiné les opérations de démolition parce que la nature a horreur du vide. Très souvent, justement, ces médinas ou ces Xor sont abandonnés. Pourquoi? Parce qu'elles ne répondent plus, j'allais dire, au confort de la vie moderne. C'est légitime. Je veux dire, les propriétaires ou locataires les abandonnent pour occuper d'autres édifices ou d'autres modernes, qui sont plus modernes et qui répondent justement au confort de la vie moderne. Mais l'objectif, c'était d'abord de les préserver
de sensibiliser justement sur leur importance et sur l'importance de les préserver. Oui. Alors, très récemment, nous connaissons un phénomène nouveau qui est celui du retour, là aussi, du retour, mais en force de notre jeunesse, oui, de la société civile, qui accorde une importance fondamentale, qui est très sensible et très sensibilisée justement à cette reconnaissance de valeur et à la nécessité, j'allais dire, de s'enorgueillir de l'importance de ces biens. oui. Donc, peut-être qu'il est plus facile de constater, j'allais dire, ce phénomène à Alger, mais il est à multiplier dans d'autres régions de notre pays. Les jeunes, maintenant, s'approprient ce patrimoine. Ils se font guides, ils apprennent, ils se forment, etc. Et ça permet... Certains le mettent en valeur sur les réseaux sociaux. Tout à fait, justement. Et c'est ce qui fait justement l'importance de ce classement et la nécessité de sauvegarder justement ces centres historiques. Oui. Il y a aussi, on reviendra rapidement sur les parcs culturels en Algérie. Moi-même, je viens de découvrir, je l'avoue volontiers, qu'ils recouvrent jusqu'à près de la moitié. 50% du territoire près de la national. C'est énorme. National. Oui. Parce que ce sont des étendues. On parle de 5 parcs. Hein. Oui, tout à fait. On peut les citer comme ça très rapidement. Oui. C'est vrai que le citoyen ordinaire connaît le parc du Tassili, le parc de la Hagar, mais il y a aussi le parc de Tindouf, il y a le parc du Touad Gourara Tidikelt et il y a le parc de l'Atlas saharien. Le parc de l'Atlas saharien s'étale sur 6 wilayas. Vous vous rendez compte? Je veux dire, géographiquement, ce que ça représente et en termes d'étendue. Voilà. Et ce sont des étendues, des territoires qui regorgent de patrimoine culturel, matériel et immatériel, justement, mais qui datent de la préhistoire à nos jours. Donc, la préhistoire est très fortement présente, justement, dans ces espaces. S'ajoute à cela, bien sûr, tous les centres historiques, tous les sites archéologiques et, bien sûr, tous les savoir-faire et traditions desquels nous sommes porteurs. Donc, voilà. La notion de préservation de ces parcs, elle va différencier forcément de la préservation d'un monument classique. Parce que ce qui est associé... Comment on préserve un parc qui recouvre 6 wilayas? Ce que je voulais vous expliquer, ce qui est associé, justement, à ces parcs, c'est que vous avez un caractère d'indissociabilité entre le patrimoine culturel et naturel. Vous avez aussi des sites naturels, des gueltas, de la faune, de la flore, qui est aussi très riche et diversifié au niveau de ces parcs. Bien sûr que le processus de protection et de conservation dans ce cadre-là... Très complexe. C'est bien sûr, et il doit être multisectoriel de toute façon. Ça ne peut pas être simplement l'affaire du ministère de la Culture, mais elle doit être multisectorielle, nécessairement. Et ça l'est? Est-ce qu'il y a des efforts dans ce sens? Oui, il y a des efforts dans ce sens. Oui. Il y a eu récemment, je pense que certainement vous avez dû en entendre parler, un projet qui a été financé par le PNUD notamment, qui avait pour objectif la conservation de la biodiversité des parcs culturels. Oui. C'est un projet qui a très bien fonctionné, justement, en ce sens qu'il a permis de donner de la visibilité, justement, à ces parcs-là, en termes de connaissance de leur patrimoine culturel et naturel, mais en même temps, d'identification des savoir-faire et des porteurs de savoir. Parce que vous avez des personnes qui ont été identifiées, qui, elles, sont porteuses de savoir et savoir-faire, justement, en termes de tradition et dans les différents domaines du patrimoine culturel. Ça peut aller de l'art, du chant, de l'histoire, etc., et des traditions que revêtent, justement, ces espaces. Alors, pour terminer cette émission qui est passée trop vite, on va parler un petit peu du programme, et c'est un programme extrêmement riche. Oui, quand je disais que pratiquement, en tout cas, toutes les wilayas du pays vont y prendre part, c'est peu de le dire. Les musées, pour ne parler que des musées, vont donc abriter des expositions, des conférences, des ateliers pour enfants tout au long de ce mois du patrimoine. Il y a un focus qui a été mis sur l'enfant, sur des activités académiques et pédagogiques. Donc à l'image du musée de Cherchel, de Cirta de Constantine, du centre maritime aussi. Oui, d'interprétation du costume traditionnel algérien de Tlemcen, qui va mettre en avant le costume algérien, etc. À Alger aussi, le musée national des antiquités. Est-ce que, j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que on a gagné en nombre de visiteurs des musées? Nos musées ne sont pas assez visités. Tout à fait. Lorsque des musées, je ne vais pas les citer, dans certaines capitales du monde, accueillent des millions de visiteurs par an. Complètement d'accord. Nous n'arrivons pas à drainer cet engouement pour les musées,
Pour quelles raisons, selon vous? Et le mois du patrimoine, bon, il y a peut-être un petit engouement, mais qui disparaît après le mois du patrimoine. J'allais dire, comporte plusieurs volets. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement. D'abord, je voudrais simplement dire que bien sûr, il y a la forte concentration d'activités qui est organisée pendant le mois du patrimoine, mais les musées, pour ne citer que les musées, mais il n'y a pas que les musées. Oui, je le disais. Il y a les directions de culture, il y a les autres établissements, il y a les directions de culture qui organisent des événements, organisent pendant toute l'année des événements et des manifestations, des expositions, des ateliers de manière très régulière qui sont destinés à l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une tradition. Voilà, le focus est là pour le mois du patrimoine et c'est tout à fait normal et c'est tant mieux. Maintenant, par rapport à cette question d'attractivité, je suis complètement d'accord avec vous que l'attractivité est en lien, bien sûr, avec le nombre de visiteurs. Nous travaillons justement sur cette question d'attractivité parce que très souvent, précisément, j'y arrive. Nos musées, très souvent, j'allais dire, il y a peut-être parfois un déséquilibre entre certains musées, etc. Et il y a aussi la contrainte, j'allais dire, du fait que nos musées sont souvent abrités dans des monuments, j'allais dire, anciens. Donc, très souvent, c'est très difficile, j'allais dire, d'opérer à des aménagements, j'allais dire, modernes, etc., ou à modifier, j'allais dire, les parcours, etc. C'est pas ce qui peut gêner le visiteur. Mais il y a aussi les budgets desquels devraient disposer nos musées. Nos musées, malheureusement, j'allais dire, ont mais ont été quasiment sanctionnés de 50% de leur budget de fonctionnement. Donc là aussi, ça n'aide pas trop. Mais il n'empêche que ces derniers fournissent d'importants efforts pour améliorer l'attractivité. Comment ? En essayant justement de moderniser les parcours. Nous avons un projet de modernisation, j'allais dire, du parcours, pas que, mais de l'exposition du musée Ahmed Zabana à Oran. Le musée des Beaux-Arts, là aussi, s'est refait, j'allais dire, une petite beauté en revoyant justement et en élargissant son parcours muséal, etc. Et nous avons aussi d'autres musées qui travaillent justement sur ce volet-là. Je peux citer le musée du Bardo, je peux citer le musée maritime et d'autres, je veux dire, à travers le territoire national. Mais les efforts sont là. Mais il y a aussi par ailleurs quelques contraintes qui font que justement ces musées fournissent des efforts, mais ils sont aussi en souffrance. Voilà. Mais nous sommes aussi en discussion et en concertation pour essayer justement d'améliorer à la hausse et de voir à la hausse les budgets pour leur permettre d'être un peu plus efficients. Donc c'est en prévision, bien sûr, c'est en étude. Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons. Vous travaillez actuellement. Voilà. Madame Cherchali Nabila, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice de la conservation et de la restauration au ministère de la Culture et des Arts. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions sur le mois du patrimoine. Merci à vous pour l'invitation. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous présente encore mes meilleurs vœux de santé, de bonheur avec l'Aïd al-Fitr. Merci à vous et excellente suite des programmes sur notre chaîne. À bientôt. Au revoir.